Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire organisé par la CRES Île-de-France et Erasmus+, l'agence éducation et formation, sur les opportunités de financement pour l'économie sociale et solidaire dans le programme Erasmus+, secteur éducation des adultes. Alors. Je m'appelle Lila Leïra. Et je travaille à la CRES Île-de-France au pôle accueil, information, orientation et je m'occupe notamment du dispositif Promesse Europe qu'on va évoquer plus tard et je travaille avec ma responsable Amélie Arbeitz. Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue ce matin. Juste un petit mot pour vous dire que la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire a de nom de chambre que le nom, mais est en réalité du coup plutôt la fédération des organisations de l'ESS en Île-de-France, dans un souci de fédérer les acteurs, les représenter et leur proposer un certain nombre aussi d'offres, tout comme par exemple le programme Promesse qu'on vous présentera plus en détail à la fin du webinaire. Natalia veut bien vous éviter. Mais a priori, l'idée n'est pas si vous pouvez faire. C'est toi qui as coupé. Bon. Ok. Donc pour ce webinaire. Ah, mais c'est bizarre. C'est bon? Ok. Excusez-moi. Donc, du coup, on va pouvoir commencer. Ah, comment ça se fait qu'il y a un écho? Bon. Donc, on va pouvoir commencer. Est-ce que c'est bon? Je sais pas si on entend. Ah, oui. Non, il y a toujours un écho. Je pense qu'en fait, on vous entend de chez Natalia. Mais comment c'est possible? Si vous êtes dans des bureaux à côté, je ne sais pas. Non. Alors, il y a une autre Ginette. C'est bon. Ok. Alors, je vois aussi Vanessa de l'association. Voilà, très bien. C'est bon là? Ça devrait aller mieux. Oui. Ok, super. Pardon, excusez-moi pour ça. Alors, c'est bon normalement. Aucune idée. Donc oui, pardon. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Donc, pour ce webinaire, on va faire un rapide tour d'horizon en fait sur la programmation 2021-2027 pour donner un petit peu de contexte. Après, je vais laisser Hélène Pommier de l'agence Erasmus+, éducation et formation présenter le secteur éducation des adultes du programme Erasmus+. Et enfin, on va faire un petit rappel sur le dispositif Promesse Europe, donc porté par la CRES Île-de-France en partenariat avec Initiative Europe Conseil. Voilà. Donc, pour rappel, ce webinaire s'inscrit dans le dispositif Promesse Europe que nous, on porte, donc qui favorise un petit peu l'accès des structures de l'ESS aux fonds européens à travers des webinaires, une veille européenne, une étude d'opportunité personnalisée, un accompagnement en montage de dossiers et un appui technique à la gestion administrative. Donc ça, on en reviendra à la fin. Donc, tous les 7 ans, il faut savoir que l'Union européenne révise la stratégie d'attribution de fonds européens pour répondre aux enjeux des territoires et des populations et aux nouveaux défis de l'Union européenne. Donc, pour la période, actuellement, on est dans la période 2021-2027, qui est concentrée sur 6 priorités. La première, c'est le pacte vert pour l'Europe, avec pour objectif de faire de l'Europe le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Après, il y a une Europe adaptée à l'ère numérique, en favorisant une nouvelle génération de technologies, donnant aux citoyens les moyens d'agir. Après, c'est une économie au service des personnes, donc créer un environnement d'investissement plus attractif
et soutenir la création d'emplois de qualité tout en garantissant l'équité sociale et la prospérité. Donc après, il y a une Europe plus forte sur la scène internationale, donc défendre le multilatéralisme et un ordre mondial fondé sur des règles et renforcer le leadership mondial responsable de l'Union européenne. Il y a également la promotion de notre mode de vie européen en protégeant nos citoyens et nos valeurs et en garantissant une économie d'égalité, de tolérance et d'équité pour tous. Et enfin, un nouvel élan pour la démocratie européenne avec pour objectif de nourrir, protéger en fait et renforcer notre démocratie. Donc, à titre indicatif, l'Union européenne s'est dotée d'un budget de 1 211 milliards d'euros pour cette période de 2021-2027. Donc, comme vous pouvez voir, ça couvre de nombreux types de bénéficiaires, dont vous en faites sûrement partie, donc associations, ONG, entreprises, etc., avec différents types de financement. À savoir, il y a différents types de gestion. Donc, celle qui nous intéresse particulièrement, c'est la gestion partagée et la gestion directe. Donc, la gestion partagée, ça va concerner les fonds dits structurels, c'est-à-dire le Fonds social européen plus, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole pour le développement rural ou le Fonds pour une transition juste, pardon. Donc, ils sont à gestion partagée, c'est-à-dire qu'un budget est alloué aux États membres. Et en France, c'est géré par l'État et par les conseils régionaux. Il y a aussi la gestion directe, donc c'est-à-dire que la Commission européenne verse directement les fonds. Donc l'utilisation des fonds est menée par les différentes directions générales à Bruxelles, les délégations dans la Commission, dans les États membres, ou encore les agences de l'Union européenne. Et donc là, ça va concerner plutôt le programme LIFE sur l'environnement, par exemple, le programme CERV, c'est-à-dire Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs, le programme Europe Créative en lien avec la culture et le programme Erasmus+. Voilà, donc j'en profite pour faire une transition et laisser la parole à Hélène Pommier de l'agence Erasmus+, Éducation et Formation pour revenir sur le programme. Et bonjour à tous. Est-ce qu'il serait possible de me partager les droits d'animation pour que je puisse projeter mon support? Ah oui, alors normalement, en cliquant sur les 3 petits points à côté de mon nom, on devrait me définir comme co-hôte ou quelque chose comme ça qui me permettra de partager. Le faire, Hélène? Oui, parce qu'on t'avait mis encore organisatrice. Ouais. T'es sûre que tu peux pas partager ton écran? Non. J'ai le petit bouton qui est masqué. Seuls les organisateurs et les présentateurs de la réunion peuvent partager le contenu. Ok, Ok. il faut qu'on te... Oui, il me semble qu'en cliquant sur les 3 petits points Hop. possibles. En attendant, s'il y a une question sur Oui. commencez à dire, on vous écoute. Alors, pas de questions. Mais j'en profite d'ailleurs pour dire que si pendant ma présentation, bon, ça va être assez dense en termes d'informations à vous donner sur ce programme pour avoir les clés. Mais si, pareil, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser du coup la section questions-réponses. Et puis, Lila, Mélie, aussi, si vous souhaitez m'interrompre, parce que je ne suis pas sûre que quand je présenterai, je verrai tout. S'il y a beaucoup de questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre pour y répondre en direct. ok. Je viens de voir qu'il y avait une question juste de Gaël Kovo. Donc oui, la présentation sera envoyée aux participants après. Donc, comme c'est en webinaire, je ne sais pas comment c'est paramétré. Tu ne peux pas nous envoyer le lien, sinon, et on va le projeter. Pour commencer, si j'arrive à faire mieux, entre-temps, on te met... Alors, ce que je vais faire, view online. C'est pas grave. Bon, ce sera pas la meilleure des. Je vais le télécharger en PDF et je vous l'envoie. Ok. J'arrive pas à faire trouver
Ça ira très bien dans le déroulé. Ce sera peut-être un peu moins moins fluide, pardon, en termes de clics, mais toutes les informations seront là, donc pas de souci. Super, Tac. merci. Alors, il est là. Je vous l'envoie tout de suite. Donc, c'est Amélie, c'est ça, qui parle? Oui, Ouais. tu peux, ou moi, ou Liliane. Je peux me charger d'être celui qui peut se développer. Hop. C'est toi qui peux gérer, mais moi je peux pas en fait, je suis que co-organisateur, donc c'est quelque part. Je vendre une copie. Hop, 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 hop. Et c'est envoyé. C'est envoyé comme ça, hein, sans objet, sans rien. C'est pas grave. Ça va. Super, merci beaucoup. Et du coup, je vais commencer pour faire le lien. Effectivement, on disait que le programme Erasmus+, donc était géré non pas directement par la commission, mais par des agences. Et donc, moi, je représente l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Et vous le verrez dans ma première slide, en fait, en France, on est 2 agences Erasmus+, l'une sur éducation formation et qui est basée à Bordeaux. Donc, je suis à Bordeaux. Et la seconde, donc Erasmus+ jeunesse et sport, elle est basée à Paris. Et donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Ah oui, du coup, j'ai même pas la main, moi. Oui. Ça va être... Ok, donc on en était là, effectivement. Donc, éducation, formation pour les secteurs, puisque la particularité du programme Erasmus+, c'est que c'est un secteur c'est un programme qui est sectorisé. Donc, l'agence éducation formation, elle gère l'enseignement scolaire, l'enseignement formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'éducation des adultes, le secteur pour lequel je suis dédiée. Donc, jeunesse et sport, eh bien, les secteurs de la jeunesse et du sport. Donc, le programme Erasmus+, c'est le programme phare de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, puisqu'il soutient et contribue à l'inclusion, l'engagement citoyen, ainsi qu'aux transitions vertes et numériques, ce qui fait le lien avec ce qu'on a pu voir juste précédemment. La mission principale de l'agence, c'est la gestion des fonds européens pour l'éducation et la formation, donc de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Et moi, ma mission principale, c'est de faire savoir qu'Erasmus+ n'est pas que pour les étudiants. On a un micro qui est ouvert. Qu'Erasmus+ n'est pas que pour les étudiants. C'est vrai que c'est un programme qui est connu de par le secteur formel de l'éducation, de la formation, parce qu'en règle générale, en fait, les projets Erasmus+ s'inscrivent dans un parcours de formation initial ou continu d'enseignement général ou professionnel, mais il y a un plus à côté de ce Erasmus. Et ce plus, justement, il représente aussi toutes les opportunités de financement des secteurs dits non formels, de l'éducation et de la formation. C'est vraiment l'incarnation de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Et donc, voilà, on va dire 3 départements principaux au sein de l'agence qui gèrent la vie des projets. Donc, en amont, sur l'accompagnement des futurs candidats à ce programme, le département promotion, puis ensuite la gestion des projets et celui des contrôles et évaluations. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'idée du webinaire, c'est donc assez rapidement de pouvoir vous donner les grands fondamentaux d'Erasmus+, et surtout du secteur éducation des adultes, de voir comment on s'inscrit dans ce secteur, de pouvoir l'illustrer aussi par des illustrations de projets. Donc, j'ai la chance d'avoir une porteuse de projet qui normalement est arrivée et sera là parmi nous. Vous donner quelques pistes pour comment se lancer efficacement dans la construction d'un projet et puis vous donner également les différentes ressources sur lesquelles vous appuyez. Donc, le programme, c'est vraiment un outil de financement pour des projets de mobilité des individus et des groupes qui vont permettre des activités d'apprentissage formelles, non formelles, informelles,
et également des projets qui vont renforcer la coopération, la qualité, l'inclusion, la créativité, l'innovation des organisations, voire même des politiques dans les domaines d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport. Il œuvre du coup plutôt en faveur des citoyens pour acquérir des connaissances, des aptitudes, des compétences. Et il va se tourner plus largement vers, pour faire le lien avec les grandes thématiques européennes, bien vers des personnes d'âges différents, d'origines culturelles différentes, sociales, économiques variées, pour favoriser justement l'accès de tous à la formation et à l'éducation. Donc dans les faits, si on devait résumer par rapport à cette slide, les possibilités offertes par le programme Erasmus+, c'est notamment pour les acteurs et les entreprises de l'ESS, c'est d'organiser des séjours en Europe pour favoriser le développement de compétences de ses salariés, de ses adhérents, de ses bénévoles, de ses apprenants, s'il y en a. Et également de pouvoir, une autre possibilité, c'est de développer de nouvelles méthodes de travail ou des outils en collaboration avec d'autres organisations européennes. Donc, si les activités que vous souhaitez développer permettent à des personnes de partir dans un autre pays pour y collecter de nouvelles compétences, d'effectuer un séjour à l'étranger au sein d'une organisation d'accueil pour améliorer ses connaissances, ce sont des activités qu'on appelle de mobilité d'apprentissage et qui donc relèvent de ce qu'on appelle l'action clé 1. Et si vous souhaitez travailler directement avec d'autres structures autour d'une problématique commune pour échanger, mutualiser des pratiques, élaborer des nouveaux outils pédagogiques, transférer des méthodes d'accompagnement, par exemple, ces activités vont plutôt relever des projets de coopération, donc de l'action clé 2. Un message important à vous donner sur ces actions clés et sur lesquelles nous sommes très transparents. Sur le secteur éducation des adultes, le budget disponible pour les projets de mobilité sur l'appel à proposition de l'année 2024, c'est un budget de 16 millions d'euros. Et à l'heure actuelle, la totalité de ces financements ne sont pas pourvus. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où votre projet de mobilité est de qualité, vous avez vraiment l'assurance de pouvoir être financé. C'est moins le cas sur les projets de coopération où pour le coup, il y a beaucoup plus de compétition. Même les bons projets peuvent ne pas être financés tant la demande est importante par rapport aux budgets qui sont à l'heure actuelle disponibles. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Donc, des fondamentaux sur le programme. D'une part, donc, c'est un programme européen. Donc, si vous décidez de porter un projet Erasmus+, forcément, vous allez développer une dimension européenne, car cela demande d'avoir des partenaires en Europe, en tout cas des organismes d'accueil quand on est dans le cadre de mobilité. Le deuxième élément fondamental sur le programme, c'est que ce sont des appels à propositions annuels. Donc, ça veut dire que tous les ans, on a des possibilités de financement qui sont renouvelées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les projets Erasmus+ sont des projets de structure, c'est-à-dire qu'un particulier ne peut pas demander de subvention. Et ce qui est important également de savoir, c'est que c'est un programme qui va répondre à des besoins. Ce n'est pas un appel d'offres sur lesquels on respecte un cahier des charges. On est vraiment sur un programme qui vient financer des activités qui répondent à un besoin de structure. Donc, votre projet, les projets Erasmus+ des structures sont des projets qui sont uniques. Et donc, la dernière information importante, donc c'est un outil financier. Ce qu'il faut savoir par rapport à d'autres fonds européens, c'est que dès lors que vous signez votre contrat, dès que le projet est reçu, vous touchez 81% de la subvention, et ce qui limite donc l'avance de trésorerie pour mener à bien son projet. Les 4 priorités du programme Erasmus+, elles font aussi le lien avec ce qu'on a pu voir sur les éléments de contextualisation. Donc, les 4 piliers du programme, c'est l'inclusion et la diversité. L'inclusion, notamment via l'accès à la mobilité des publics les plus éloignés. C'est aussi le renforcement et le développement des compétences numériques, le développement durable et les pratiques éco-responsables au sein notamment des projets, et puis la participation citoyenne et l'engagement civique. Donc, tout projet Erasmus+ doit, au minima, répondre à l'une de ces priorités.
voire même les 4. Les pays partenaires qui font partie de ce programme Erasmus+, ce sont évidemment les 27 pays membres de l'Union européenne, mais aussi les pays, ce qu'on appelle les tiers associés, que sont la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Turquie ou la Serbie. Dans certains types de projets, sur les projets de coopération, en respectant quelques conditions, il est possible d'inclure d'autres pays et la plupart, au final, des pays du monde entier. Donc, c'est important d'avoir ces éléments en tête et selon des conditions bien particulières. Je vais passer à la slide suivante. Les secteurs éducatifs du programme Erasmus+, donc les voici. Donc, comme j'ai pu vous le dire, le programme Erasmus+, il est organisé en secteurs qui regroupent des activités d'apprentissage au sens large. Il est vraiment nécessaire et important en fait d'identifier le secteur dont relève un projet, puisque il va déterminer l'idée de projet dans laquelle on s'inscrit et les opportunités de financement sont différentes selon les secteurs éducatifs. Donc, pour en faire un résumé, on a l'enseignement scolaire qui va regrouper les activités d'apprentissage de la petite enfance, de la maternelle jusqu'au bac. L'enseignement supérieur, ce pourquoi Erasmus+ est connu, qui regroupe les activités d'apprentissage qui vont être couvertes par la formation initiale du supérieur jusqu'au post-bac. Et puis, il y a également le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Là, ce sont les activités d'apprentissage qui vont préparer à une certification de niveau 3 ou 4 de l'enseignement professionnel initial ou continu. L'éducation des adultes qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Ce sont les activités d'apprentissage dites complémentaires ou alternatives à la formation qualifiante. Donc, en type de structures qui vont bénéficier qui émergent sur ce secteur, on a les centres sociaux, des associations d'éducation populaire, des structures de l'ESS, des maisons de quartier, des collectivités territoriales, des associations culturelles, etc. Et donc, c'est vraiment ce secteur, c'est vraiment l'incarnation de la formation tout au long de la vie. Et puis, donc, le secteur jeunesse, des activités qui vont être proposées à des jeunes de 13 à 30 ans, en dehors des cursus formels. Et enfin, le volet sport sur toutes les activités d'apprentissage liées aux valeurs sportives et à la pratique du sport. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Est-ce que vous pouvez encore passer? Peut-être que j'ai des choses... Eh ben non, tant pis, on revient en arrière. Du coup, comme j'ai transformé en PDF, il va manquer certaines informations, mais c'est pas grave. De toute façon, vous aurez accès à ce support de manière cliquable où vous aurez l'ensemble des informations. Donc, pour définir en fait son secteur, c'est d'abord de déterminer la structure. Donc là, on a pu évoquer quelques structures qui émergent sur ce secteur éducation des adultes. Donc, la structure, c'est vraiment le porteur de projet, hein, c'est le candidat, c'est vous. Et puis, qui va réaliser des activités pour ce qu'on appelle des groupes cibles. Donc les personnels et les apprenants. Donc le programme Erasmus, il est très calqué sur l'éducation nationale et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de vulgariser, de transformer un petit peu de ce vocabulaire pour que vous puissiez comprendre que vous aussi, vous êtes concernés. Parce que les personnels, ça va être en fait les bénévoles, les salariés d'une association, d'une structure, d'une entreprise, de l'ESS notamment. Et les apprenants, ça va être plutôt vos adhérents, les personnes que vous accompagnez dans le cadre de vos activités. Et selon la définition de l'éducation des adultes, ces adhérents et même les utilisateurs finaux, hein, les personnes qui vont bénéficier des effets indirects de vos projets, ce sont bien des personnes majeures qui, dans le cadre du projet, ne sont pas engagées en fait dans un cursus diplômant ou certifiant, mais bien là dans l'acquisition de compétences transversales, de compétences de vie. Ça peut être pour renforcer le pouvoir d'agir, pour favoriser l'émancipation de certaines populations. Voilà, on est vraiment sur ce type d'acteurs. Et donc, nous, on vous accompagne aussi spécifiquement à bien déterminer quels sont vos groupes cibles, les personnels, les apprenants, pour déterminer votre projet.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur voilà, chaque action, on va voir chaque action, les actions de mobilité, puis les actions de partenariat, de coopération. Donc, j'ai trouvé un exemple de projet et je ne sais pas si Louise nous a rejoint. Mais Louise, la porteuse de ce projet, est là parmi nous aujourd'hui pour justement pouvoir témoigner. Donc, Louise, elle est chargée de développement à Cyclotopia, qui est une association marseillaise d'intérêt général qui vise à rendre plus accessible la pratique du vélo par notamment le biais d'actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Est-ce que Louise, tu es ici? Tu es ici? Oui, je suis là. Ah, Bonjour. super, c'est parfait. Je vais résumer rapidement le projet, puis après, je poserai quelques questions. Donc, en fait, on disait le programme Erasmus+, il s'attache à répondre, à financer des activités qui vont répondre à des besoins qui sont identifiés, qui sont très personnels finalement des structures. Donc, les besoins identifiés par Cyclotopia, c'est notamment le fait que c'est une association qui était récente et qui avait besoin tout simplement d'enrichir ses pratiques, qui avait besoin aussi de mieux capter les publics éloignés de ces activités, et puis qui avait aussi un besoin de renforcer le modèle économique de la structure. Donc, Cyclotopia a candidaté au programme Erasmus+ sur des activités donc, de mobilité, sur un projet de mobilité, dont les objectifs étaient de pouvoir s'inspirer ailleurs en Europe de nouvelles pratiques pédagogiques liées à l'enseignement du vélo, mais aussi de développer des activités plus adaptées au public éloigné, et puis pour répondre à ce besoin d'aussi questionner le modèle économique pour accroître l'accessibilité des activités pour les publics. Et tout ça, donc, ça s'est réalisé grâce à des stages d'observation et puis la participation à des formations. Je dis pas de bêtises, Louise? Non, c'est totalement ça. Oui, vas-y, je te laisse continuer. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Du coup, pour vous dire, effectivement, donc, l'essentiel aussi peut-être à retenir, c'est qu'on est une structure qui est assez récente. Du coup, on existe depuis 2021. Et la connaissance de ce programme a été vraiment quelque chose, on s'est dit que ça allait être très chouette parce que ça pouvait nous permettre à la fois de rencontrer d'autres structures ailleurs, enfin déjà de questionner nous nos propres pratiques actuelles, mais aussi de pouvoir expérimenter des actions d'autres partenaires et aussi évidemment de voir d'autres méthodes pédagogiques. Donc quand on a déposé ce dossier, ce qui est important à savoir aussi, c'est que nous étions essentiellement bénévoles. Donc nous, c'est l'équipe bénévole qui est partie en mobilité, donc une dizaine de personnes. On est parti 2 fois, une fois à Barcelone et une fois à Bruxelles. On a voulu axer notre projet sur 2 villes où le développement du vélo n'est pas le même, en sachant que nous, à Marseille, on n'est pas du tout la première ville cyclable. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas essayer une ville méditerranéenne, donc Barcelone, et une ville bruxelloise qui est entourée de secteurs très développés pour le vélo, mais pas tant non plus sur la capitale belge. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que stage d'observation, ce qui est très chouette dans ce programme, c'est que vous allez chercher des partenaires. Je peux vous expliquer après comment nous on a fait. Des partenaires, vous allez avoir un partenaire sur votre mobilité. Donc on en avait un référent à Bruxelles et un à Barcelone. À Barcelone, on a suivi une formation. Donc la formation, elle a été proposée, tout le déroulé pédagogique a été proposé par notre partenaire. Et en Belgique, par contre, nous, on avait un partenaire référent et grâce à ce partenaire référent, on a pu voir un panel d'acteurs sur le territoire. À Barcelone aussi, mais à Bruxelles, en stage d'observation, vous êtes encore plus libre sur le fait d'aller pouvoir rencontrer les gens, assister à des actions, expérimenter. Enfin, c'est vraiment super. Donc, nous, ce qu'on a tiré de ça, déjà, nous, ça nous a permis de fédérer notre équipe. Ça a permis aussi à certains bénévoles qui étaient présents dans l'association à être soudés davantage, à vouloir davantage s'impliquer. Évidemment, ça a permis à l'équipe de monter en compétences. Ça nous a permis aussi d'expérimenter en fait des actions et potentiellement même là de nous actuellement on est en train de déposer des projets pour pouvoir faire ces actions sur notre propre territoire ici à Marseille. C'est évidemment créer des partenariats. Nous, on poursuit des échanges avec certains partenaires. On va retourner voir un autre partenaire d'ici novembre. Donc, c'est juste
c'est génial en fait. Et après, je peux vous dire aussi comment nous on a trouvé des partenaires. Donc après, avec le programme Erasmus, vous pouvez par secteur d'activité en fait chercher s'il y a déjà des partenaires dans tel ou tel pays qui pourraient avoir un compte OID. Donc c'est ce qui vous permet d'être référencé dans le programme notamment. Donc vous pouvez déjà chercher par ce biais-là. Nous, on est allé chercher en créant notre propre projet, en s'inspirant vraiment par territoire, un peu pour s'inspirer de différents territoires. Et là, on a trouvé des acteurs qui nous intéressaient, à la fois qui proposaient des actions que nous, on pouvait faire pour pouvoir se questionner, mais aussi d'autres choses dont on allait pouvoir s'inspirer, s'alimenter. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel? Je ne sais plus. Non, mais c'est parfait. Du coup, Louise, elle va rester avec nous. Donc, si aussi au moment de temps de questions, s'il y a des questions très spécifiques en se disant oui, chouette, une personne qui porte un projet, si vous avez des questions, vous pourrez aussi, vous pouvez déjà les noter dans l'espace de questions-réponses et puis on pourra prendre le temps d'y répondre. Merci, Louise. Merci. Hop, je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Donc, pour rentrer un petit peu dans l'architecture d'un projet de mobilité, et donc là, on en a eu l'exemple en live. Donc, le projet porté par Cyclotopia, donc c'était une mobilité des personnels. Donc, on l'a dit, pour des activités de formation qui vont être de la formation, des stages. Ça peut être aussi faire venir un expert dans sa structure, un expert européen. Et puis qu'on va différencier avec la mobilité des apprenants, donc des adhérents, des personnes que l'on accompagne, où là vont être possibles des mobilités dans le cas qui mettent en scène des visites apprenantes, des immersions dans un nouvel environnement, et là encore pour bien sûr aller chercher un développement de compétences. Ces compétences, vous les listerez. C'est à vous de déterminer quelles compétences vous souhaitez aller chercher par ces mobilités. Donc, très concrètement, on reviendra après sur le calendrier. On a des appels à propositions qui sont en ce moment même, puisqu'au 1er octobre, toutes les structures qui émergent sur le secteur éducation des adultes peuvent déposer une demande d'accréditation. Une demande d'accréditation, en fait, c'est candidater auprès du programme Erasmus pour dire, voilà, moi, ma structure, on a vraiment une stratégie européenne qui va au-delà de juste de faire un projet de mobilité. Et puis, peut-être qu'on veut s'engager avec d'autres structures qui nous ressemblent sur notre territoire, pour qui on veut organiser des mobilités. Et dans ces cas-là, on va faire une demande d'accréditation. Donc là, la limite de candidature pour cette année est au 1er octobre. Et puis sinon, en février, sera ouverte l'appel à proposition pour déposer un projet de structure comme l'a fait Cyclotopia, ce qu'on appelle les projets de mobilité de courte durée. Très concrètement, ce que financent nos projets de mobilité, ça va être principalement l'aller-retour, mais aussi il y a des budgets qui sont mis en place si on souhaite inclure aussi dans son projet des personnes qui ont des difficultés de mobilité, par exemple. La gestion des frais administratifs va aussi être prise en compte dans le financement de la mobilité. Et à la suite, n'hésiterez pas à cliquer sur le petit rond de financement de la mobilité pour avoir l'ensemble des coûts qui sont pris en charge en sachant que tout fonctionne par forfait. On peut passer à la slide. On va les avoir toutes. On peut les passer. Vous les découvrirez plus dans le détail. Voilà. Donc, c'est important aussi là de le mentionner. Quand on met en place des mobilités, forcément, ça se prépare avec sa structure d'accueil et donc sont financées aussi les visites préparatoires s'il y a besoin de se rendre sur place avant que son personnel ou ses apprenants partent en mobilité, réalisent leur mobilité. Des visites préparatoires peuvent être financées, comme les frais d'inscription à des cours et des formations si c'est l'objet du projet. Et bien sûr, les cofinancements ne sont pas obligatoires. Et c'est aussi possible, bien sûr, d'avoir des cofinancements sur un projet, c'est-à-dire que si votre structure est déjà financée pour d'autres activités ou sur du fonds structurel par le FSE+, ou autre, c'est tout à fait possible de pouvoir candidater également sur le programme Erasmus+. Hop, je laisse aller à la suite. On peut passer
Alors, sur les projets de coopération, rapidement un exemple. Donc, c'est une structure qui s'appelle la Requincaillerie. Et la Requincaillerie, donc c'est une association qui travaille autour de la construction du mobilier et de la création basée sur le recyclage et qui, de par ses activités, propose des formations comme l'apprentissage du français par l'initiation justement à la menuiserie, à des chantiers participatifs, etc. Et c'est une association qui s'est donc là associée avec une association espagnole qui travaille sur la promotion de la culture comme outil d'inclusion. On est plutôt sur un projet à destination des publics migrants. Donc, les objectifs de ce projet de coopération, c'était notamment de pouvoir contribuer à l'inclusion socio-économique des personnes migrantes dans leur communauté d'accueil, de favoriser l'intelligence collective, donc vraiment là dans du partage de pratiques, de l'échange de pratiques. Et puis, c'était aussi de pouvoir apporter une perspective européenne dans des contextes locaux des participants à ce projet et de se donner un petit peu une bouffée d'air pour réfléchir à ces sujets de migration et d'inclusion des personnes migrantes. Les résultats de ce projet, donc dans le cadre d'un projet de coopération, on est vraiment sur des résultats tangibles. Ça a donc été la création d'un groupe de réflexion, le renforcement de compétences, et puis ils ont pu aussi élaborer un processus d'élaboration de formation à partir des méthodes du design social dans le cadre de ce projet. Et donc, les activités qui ont pu être financées, c'est les activités de gestion de projet, d'observation chez les unes et les autres des associations, de l'échange de pratiques et de production, donc notamment l'élaboration de ces formations. Je laisse passer à la slide d'après. Et donc, en termes d'architecture, donc le besoin auquel répondent les actions de l'action clé 2, donc les projets de coopération, c'est un besoin de partage, de créer, grâce à une coopération entre plusieurs organisations européennes. Et pour ça, on a 2 types de projets sur le programme Erasmus+. Premièrement, c'est les partenariats simplifiés. Donc, c'est minimum 2 structures. Donc, on est là aussi, on est vraiment à l'enveloppe forfaitaire. Donc, sur les partenariats simplifiés, ce sont soit des projets qui vont être financés à hauteur de 30 000 € ou de 60 000 €. Et sur les projets ce qu'on appelle les partenariats de coopération, donc ce sont des projets de plus grande envergure, puisqu'on a minimum 3 structures de 3 pays différents. Et les enveloppes budgétaires sont aussi d'une autre échelle, puisqu'elles sont de 120 000 à 400 000 €. Donc, le partenariat simplifié, il est plutôt dédié justement à des structures qui ce qu'on appelle sont primo-demandeuses. C'est la première fois qu'elles viennent dans le programme Erasmus+, comme ce sont des projets de plus petite échelle. Voilà, c'est un type de financement dédié aussi à des structures qui ont peu d'expérience dans le programme. Mais en tout cas, et qui sont aussi basés sur l'échange de pratiques pour les partenariats simplifiés. Mais forcément, en fait, sur ces types de projets, on va avoir, in fine, des résultats qui sont transférables, qui sont diffusables, puisqu'on sera vraiment dans de la production. Si c'est de l'échange de pratiques, ça peut être un blog, ça peut être la création d'un site internet, ça peut être la création d'un parcours pédagogique, d'une formation en ligne, de podcasts, etc., etc. Et donc, toutes les dépenses qui vont répondre à la création de ces activités vont être finançables au titre de cette action de clé 2 et ces projets de coopération. Je laisse passer. Donc là, on a des exemples. Ça peut être aussi des plaidoyers, documentaires, recueils de pratiques, etc. Hop, on peut passer. Ça, c'est des détails. Donc, sur les exemples de dépenses finançables, ça peut être les équipements, ça peut être aussi le développement informatique. Si les résultats du projet sont la création d'un site web, ça peut être complètement financé et rentré en tout cas dans l'enveloppe forfaitaire que vous pouvez demander. Je laisse passer encore. Hop! Et donc, on arrive à notre 3e partie, si je ne dis pas de bêtises. Comment bien se préparer sur un projet Erasmus+. Du coup, la première étape, ça va être, on a commencé à le faire, pouvoir identifier le secteur, le type de projet et les dates d'appel à projet. Donc, on va passer à la slide d'après pour donner... celle-là, elle ne devait pas être là. Hop! Donc, le calendrier du programme Erasmus. Donc, à l'automne 2024, à peu près au mois de novembre, va sortir le guide du programme pour
pour l'appel 2025. Et donc, on n'a pas encore les dates exactes, hein, ça va bientôt arriver, mais sur des périodes de février-mars, plutôt février. Donc, les appels enfin, se clôturent. Donc, c'est pour ça que finalement, c'est dès maintenant qu'on peut déjà se projeter dans une possibilité de candidature à un projet Erasmus+, puisqu'évidemment, on l'a vu, ça se construit, ça se pense. Donc, une fois la candidature déposée, ce sera au mois de juin que les financements sont accordés et que les projets peuvent démarrer. Donc, on vous a remis les dates du 1er octobre, hein, pour les demandes d'accréditation, et on a ce qu'on appelle un deuxième round, donc un deuxième appel sur l'année 2024 sur les partenariats simplifiés et qui vont se clôturer là au 1er octobre, c'est-à-dire incessamment sous peu. Hop, on peut passer à la slide d'après. Donc, comment soumettre un projet? Donc, en fait, les formulaires de candidature sont accessibles, bien sûr, en ligne, hein, et sont spécifiques à une action clé, à un secteur éducatif. Une fois qu'ils seront envoyés, on va vérifier l'éligibilité. Puis, c'est ensuite un évaluateur externe, hein, qui va évaluer et mettre une note à la candidature, et une note sur 100, et ce qui fera que ce sont les projets les mieux notés qui vont bénéficier d'un financement. Donc, on nous a remis les petits fondamentaux. Qu'est-ce qui est évalué dans un projet? Ça va être la pertinence du projet par rapport aux objectifs Erasmus+, éducation des adultes. On a pu vous expliciter dans le début de ce webinaire. La qualité de l'équipe projet, donc c'est important de pouvoir bien travailler là, comment on va se gérer ce projet, quelles vont être les tâches incombées à chaque membre de l'équipe, la qualité de la conception et de la mise en œuvre, et puis aussi l'impact, la diffusion, la communication, et comment vous allez pouvoir diffuser les résultats, exploiter les résultats de votre projet européen. Je vais passer à la slide d'après. Donc, comment construire un projet hop, non, on va revenir quand même très rapidement. Les 4 bonnes questions à se poser quand on veut se lancer dans un projet, que vous pouvez vous poser dès maintenant pour l'appel 2025, c'est de 1, d'identifier ses besoins de structure, ses besoins d'équipe, ses besoins pour les personnes que l'on accompagne, de repérer bien sûr des objectifs à atteindre, d'identifier également en interne toutes les ressources que vous pouvez d'ores et déjà employer, sur lesquelles vous pouvez capitaliser. Et puis, c'est aussi identifier les contraintes à prendre en compte, parce que plus les contraintes sont listées, mieux dans la candidature sera préparée et pourra décrire un projet qui sera réalisable. Donc ensuite, comment se préparer? Louise a commencé à l'aborder, mais effectivement, c'est trouver des partenaires. Alors, ça va être trouvé soit dans les projets de mobilité, sa structure d'accueil, ou dans le cadre des projets Action Clé 2, les partenariats de coopération. Oui, ces partenaires de projet avec qui on va co-construire son projet. Et donc, pour ça, on a aussi quelques petits tips, parce que c'est ce qui peut souvent faire peur, comment trouver des partenaires. On peut passer à la slide d'après. Voilà nos petits conseils pour trouver des partenaires. C'est tout simplement de pouvoir contacter les antennes des autorités locales et régionales françaises à Bruxelles. On a aussi une plateforme européenne qui s'appelle EPAL, et qui est dédiée justement au champ de l'éducation des adultes, et qui a un petit module de recherche de partenaires, sur lequel on va pouvoir bien accéder aux annonces déjà déposées par des structures européennes, ou soi-même déposer une annonce pour sa propre recherche de partenaires. On a aussi le site Erasmus+ Project Result, qui est tout simplement la plateforme de résultats de projet Erasmus+. Et en fait, par thématique, on peut aller voir aussi telle structure qui a fait un projet sur, je sais pas, transition écologique, et finalement la structure nous intéresse, on sait qu'elle a déjà participé à un projet Erasmus+, on peut tout à fait la contacter pour savoir si elle est partante pour s'engager dans un nouveau partenariat.
Et puis, on organise aussi, alors en France et dans d'autres pays européens, des rencontres européennes sur des thématiques bien spécifiques. Donc, vous aurez tous les liens qui mènent sur les sites de l'agence Erasmus et auxquels vous pouvez complètement prendre part à ces rencontres européennes qui sont souvent d'une ou deux journées pour rencontrer d'autres structures européennes. On peut passer à la suite. Et puis enfin, préparer son projet Erasmus+, c'est se faire accompagner. On peut passer à la suite. Je vais vous donner toutes les petites ressources. Alors, on a plein de ressources pour vous accompagner. De un, le site de l'agence. Où c'est quand même une mine d'informations assez conséquente, où vous avez aussi tous nos agendas avec les webinaires qu'on peut organiser, les événements, etc. Lorsqu'on veut se lancer dans un projet Erasmus+, le site vraiment ressource, le site pépite, c'est Mon projet Erasmus+, où vous allez trouver l'ensemble des informations que j'ai pu vous donner aujourd'hui, les tutoriels, les dates pour les soumissions, que ça va vous donner aussi les liens directement pour accéder au formulaire de candidature, etc. Et puis, il existe aussi un réseau des développeurs. Ce sont des personnes qui sont réparties dans toute la France et qui peuvent vous accompagner spécifiquement sur la rédaction de votre projet. On peut passer à la suite. Et pour le secteur éducation des adultes, donc mon équipe, donc nous sommes 3. Nous organisons tout un cycle d'ateliers. Donc le mardi 19 novembre, nous organisons en présentiel des ateliers qui vont se dérouler dans 10 régions de France, et notamment à Paris, sur lesquels, justement, autour d'une journée en présentiel, on vient se questionner sur son idée de projet et de faire en sorte de vous apporter toutes les billes nécessaires pour vous lancer bien sereinement dans cette candidature. Et j'en ai fini. Là, vous avez toutes les adresses de contact. Vous les avez tous. C'est important de les avoir tous parce que vous pouvez être aussi une structure qui a pour public finaux des jeunes, voire des enfants. Donc, forcément, on n'émargera pas sur le secteur éducation des adultes, mais plutôt sur le secteur scolaire ou sur le secteur jeunesse. Donc, vous avez aussi l'ensemble des adresses contact des différentes équipes qui peuvent vous accompagner et répondre à vos questions. Eh bien, voilà, c'est OK pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as accès aux questions dans le chat questions-réponses? Je vois nouvelle publication. Oui, ça y est. Voilà. Bon, peut-être que je te laisse du coup répondre aux questions qui ont été posées pendant ta présentation. Je vais essayer d'y répondre. Complètement. Alors, ce qui peut être financé pour l'apprentissage. Alors, en fait, c'est des activités. Ce sont des stages. Alors, pour les personnels, c'est des stages d'observation. C'est le fait de participer à une formation. Donc, une formation même payante dans une autre structure en Europe. Cela va être aussi des missions d'enseignement. Si vous-même, vous êtes invité dans le cadre d'un projet, vous construisez un projet où en fait, il y a un besoin de formation d'une structure européenne sur vos sujets, vous pouvez aussi, c'est une activité finançable dans le cadre d'un projet Erasmus+. Donc ça, c'est pour les personnels. Vous pouvez aussi faire venir dans votre structure un expert sur un sujet, un expert européen. Dans le cadre des mobilités de ce qu'on appelle les apprenants, donc plutôt les personnes que vous pouvez accompagner ou vers lesquelles en fait vos activités sont dirigées, on va construire un parcours pédagogique au final dans une structure d'accueil pour s'immerger dans un nouvel environnement, participer dans une entreprise, participer à des activités. Et là, en fait, vous allez construire un parcours pédagogique pour que l'apprenant puisse développer telle et telle et telle compétence. J'espère que j'ai répondu à la question. Y a-t-il des ateliers sur Toulouse? Oui, il y a un atelier sur Toulouse, donc ils sont tous à la même date. On se réunit tous le 19 novembre, dans 10 villes de France, et même en Guadeloupe. Donc oui, et vous aurez les liens et il suffit en fait de vous préinscrire à travers un formulaire, un Typeform en ligne, et puis on reviendra vers vous pour confirmer votre inscription.
Pour un projet soumis en février-mars 2025 et qui démarrerait en juin, s'il est retenu, les dépenses sont éligibles à partir de quand? Juin 2025 uniquement, c'est possible avant. Non, alors vraiment, les dépenses, elles sont éligibles à partir du moment où on a signé le contrat, hein, c'est une contractualisation. Donc, si votre projet est accepté, vous serez contacté par le service. Le département de la gestion des projets, donc vous allez contractualiser avec l'agence et à partir de ce moment-là, les fonds seront débloqués. Comment peut-on s'inscrire en tant qu'évaluateur externe? Là, c'est assez spécifique et les campagnes, me semble-t-il, sont accessibles sur le site de l'agence pour les personnes qui souhaitent devenir évaluatrices. Le prochain appel sera en février 2025. À partir de quand une action peut-elle démarrer dans ce cadre? Eh bien, l'action, elle démarrera à partir du moment où vous avez contractualisé. Par contre, la préparation du projet, elle peut bien sûr se faire avant. C'est-à-dire que, notamment dans le cadre, que ce soit un projet de mobilité ou un projet de coopération, d'ailleurs, vous allez forcément prendre contact avec la structure qui vous accueille ou vos futurs partenaires et commencer à se dire, OK, est-ce qu'on a des besoins communs? Puisque ça aussi, ça doit ressortir dans la candidature. On doit montrer qu'on connaît son partenaire ou sa structure d'accueil. Donc ça, forcément, ça s'engage en amont pour l'écriture du formulaire de candidature et donc avant la fermeture des AP. Un projet doit-il obligatoirement comprendre de la mobilité entrante et de la mobilité sortante? Alors, sur les projets de mobilité, ce qu'on finance, c'est de la mobilité sortante, exception de cette activité d'invitation d'un expert. Mais sinon, ce n'est que de la mobilité sortante. C'est-à-dire que, on va reprendre l'exemple du projet de Louise. Si la structure d'accueil en Belgique veut faire, elle, des mobilités chez Cyclotopia à Marseille, eh bien, la structure belge va devoir candidater à un projet Erasmus+ de mobilité auprès de l'Agence nationale Erasmus+ belge. Donc là, on est vraiment, si vous candidatez, c'est pour de la mobilité, donc en tant que structure française, vous candidatez auprès de l'agence française Erasmus+, et du coup, c'est pour de la mobilité sortante. Est-ce qu'un même projet peut comprendre une phase de mobilité des personnels et une phase de mobilité des apprenants? Oui, tout à fait. Ça peut comprendre ces deux types d'activités, ces deux types de mobilité, tout à fait. Y a-t-il des livrables obligatoires à transmettre à la fin du projet? À la fin du projet, il y a des rapports à rendre qui sont différents selon le projet de mobilité ou un projet de coopération. Et sur les projets de coopération, c'est aussi les livrables et les résultats du projet qui seront analysés. Ceci étant, donc dans les projets de mobilité, c'est hyper important de pouvoir, dans le cadre de développement de compétences, on demande à ce que ces compétences elles puissent être évaluées. Donc ça aussi, c'est du matériel pédagogique à bien garder et à construire. Alors, le contoïdé, c'est c'est la question, qu'est-ce qu'un contoïdé? C'est pour vulgariser et résumer, c'est votre numéro d'identification auprès de l'agence nationale de l'agence nationale Erasmus+, et que vous aurez à partir du moment où vous candidatez à un projet Erasmus+. C'est le grand jargon des programmes européens. Et enfin, la dernière question, si je ne m'abuse, merci pour ce webinaire. Est-ce que la présentation sera envoyée? Donc oui, on va faire en sorte de vous envoyer, bien sûr, cette présentation. Et d'autres questions sont arrivées. Est-ce qu'il est possible de financer une action de mobilité de manière rétroactive si nous avons un projet qui a lieu en octobre 2024? Et non, ce n'est pas possible. Non, non, là encore une fois, c'est à partir du moment où la contractualisation est faite que peuvent se réaliser les mobilités. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Non, Tenir merci le beaucoup. timing. Est-ce qu'il y a encore des questions comme ça pour Hélène Pommier? Et sinon, vous n'hésitez passer à la pas, il y a suite. aussi l'adresse à laquelle nous écrire. Il n'y a aucun souci pour nous contacter.
Ok, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, nous, on va finir aussi pour faire un petit rappel, en fait, de notre dispositif Promesse Europe. Alors, donc, j'arrive. C'est pas tout à fait fini. Merci de pas Oui. tout à fait partir. Donc, alors, voilà, c'est bon, vous voyez toujours mon écran. Hop. Ok. Alors. Donc, le dispositif Promesse Europe, donc, comme je disais, il est porté par la CRES Île-de-France, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France, en partenariat avec Initiative Europe Conseil et soutenu par le Fonds social européen Plus et la région Île-de-France. Donc, comme je disais, il vise en fait à orienter les structures de l'ESS vers les fonds européens. Donc, il est né d'un constat, celui que les financements en fait européens constituent une réelle opportunité de consolidation et de développement pour les structures de l'ESS, mais que ces dernières rencontrent certaines difficultés, donc notamment des difficultés de financement liées au décalage entre l'engagement et la mise en paiement des fonds, des difficultés administratives sur la gestion, ou encore le manque d'informations sur les fonds dédiés à l'ESS et de connaissance des potentiels partenaires. Donc voilà, notre programme, il propose 6 options flexibles, donc des informations collectives, donc comme ces webinaires par exemple, qui étaient plutôt généraux au début et qui tendent à être de plus en plus centrés. Donc là, on a un rendez-vous avec le CIDEM, le point de contact national pour le programme SERV. Donc je rappelle, SERV, c'est programme citoyen, égalité, droits et valeurs. Donc on n'a pas encore de date précise, mais ce sera communiqué sur nos réseaux sociaux. On fait évidemment de la veille européenne avec des newsletters. Pour l'instant, on a envoyé 2. Vous avez le lien à la fin pour vous inscrire si jamais. Donc, on relaie un peu les appels à projets européens du moment et les actualités européennes. On fait également des études d'opportunités personnalisées. Donc, ce sont des structures qui vont nous contacter. Donc, on va avoir un premier entretien pour savoir si, oui ou non, elles sont en capacité en fait de demander et gérer des fonds européens. Et après ça, pendant à peu près 1 mois, en fonction de leur projet, on va les orienter vers tel fonds, vers telle offre, etc. Ensuite, on a pardon, j'ai oublié de passer la slide. Ensuite, on a avec nos partenaires IEC, donc ça va être l'accompagnement individuel, donc le montage de dossiers, le suivi administratif, ce sont une offre payante sur